Merci au CUE de cette invitation. Bienvenue à Toulouse. J'aurais préféré être bien sûr parmi vous à Montpellier et interagir in visu, in situ autour de cette question de la pollution lumineuse et de la préservation et de la valorisation des ressources environnementales nocturnes. On va creuser un petit peu tout ça. Donc, moi, je suis en effet chercheur invité au laboratoire Géode, UMR du CNRS, délégation régionale 14 du CNRS Occitanie. Et je travaille par ailleurs dans le cadre de plusieurs programmes de recherche fondamentale qui se déroulent dans le cadre de ce qu'on appelle un observatoire homme-milieu, qui est un dispositif scientifique, interdisciplinaire et territorialisé de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS, donc qui finance en partie mes travaux. Et comme vous l'avez rappelé également, je coordonne le collectif Renoir pour ressources environnementales nocturnes et territoires. Alors, une toute petite diapo sur ce groupement Renoir, collectif Renoir Études. On a différentes dénominations parce qu'on s'est monté en association il y a peu. Donc, c'est des choses qui sont en train de se stabiliser. Donc, vous voyez qu'on intervient sur des programmes de recherche fondamentale, les points rouges, toujours dans des territoires, puisque ce collectif Renoir, il est composé essentiellement de géographes, d'aménageurs. On a un politiste, on travaille actuellement avec un écologue, Kevin Barré, notre collègue du Muséum national d'histoire naturelle, qui est spécialisé sur les chiroptères, les chauves-souris et les effets de l'éclairage artificiel nocturne sur ce groupe d'espèces. On a avec nous un concepteur lumière, Nicolas Houel, qui est tout jeune docteur, puisqu'il a soutenu sa thèse, je faisais partie de son jury avant-hier, mardi après-midi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est connu un petit peu dans le milieu de l'éclairagisme, puisqu'il a reçu un prix de l'association des concepteurs lumière et éclairagistes. On a un paysagiste, Charles Ronzani, et puis une éducatrice à l'environnement. Donc vous voyez que effectivement, moi je suis géographe de formation, mais en fait j'essaye d'emmener le sujet vers une approche plutôt interdisciplinaire, avec une tentative d'interdisciplinarité radicale entre les sciences du vivant et ce qu'on va appeler les sciences du territoire au sens large. Et dans ce cadre-là, on a aussi des programmes de recherche-action et d'expertise liés là encore forcément en lien direct avec des territoires, notamment actuellement le programme qui nous occupe la majorité de notre temps, le groupe de 8 personnes du groupement Renoir Études, un programme de recherche-action avec l'Interparc du Massif central sur 8 parcs naturels régionaux et un parc national, le parc national des Cévennes, bien sûr, qu'à Montpellier, vous connaissez bien, du Massif central. Donc voilà, ce programme de recherche-action, il est tout à fait dans le thème de la soirée, puisqu'il s'agit d'accompagner les territoires dans la territorialisation de la fameuse trame noire. On va en reparler dans la deuxième partie de cette conférence, et puis on va voir un petit peu quels sont les enjeux de ce passage au territoire, voilà, du passage du concept au territoire. Il y a une traduction qui est nécessaire entre le concept scientifique, qui a sa pureté scientifique, enfin on espère qu'il a une pureté parce que c'est un concept, et la traduction dans le territoire, c'est une traduction. Donc une traduction, c'est pas l'exacte image, donc il y a forcément un processus d'adaptation, des compromis à faire et un compromis d'aménagement à trouver. On va pouvoir discuter un petit peu sur quelle base faire ce compromis d'aménagement pour territorialiser le problème, et que le problème de la pollution lumineuse ne reste pas dans les limbes un petit peu éthérés d'indicateurs qu'on a du mal à saisir et qui sont qui sont très peu tangibles, parce qu'on parle de lumière artificielle. Comment donner une matérialité à la lumière, si ce n'est à partir du moment où elle tombe sur une surface, comment la mesurer, comment la quantifier, par rapport à quels effets, lesquels de ces effets négatifs, pour l'écologue, pour le médecin, pour l'astronome. On va parler de tout ça. Donc vous allez voir un petit peu une conférence qui va brosser un état des lieux interdisciplinaire des connaissances. Alors bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune des disciplines entre guillemets impactées, ou qui travaillent la question des effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne, mais on va dresser un petit état des lieux et voir comment les territoires se saisissent du problème et à quelle échelle il semble être pertinent de s'en saisir. Et en fait, on va se rendre compte que il est pertinent de s'en saisir à plusieurs échelles, et que c'est un petit peu ça qui pose quelques soucis, notamment la construction de l'interterritorialité dans l'action contre la pollution lumineuse. Alors, il y a un premier
Cette première partie, considérer l'obscurité comme une ressource multifacette, j'y tiens parce que c'est un petit peu la spécificité de l'approche à la Renoir, entre guillemets. Renoir, je vous rappelle, c'est ressources environnementales nocturnes et territoires. Donc, il y a le mot ressources. Et vous voyez qu'il n'y a pas le mot pollution lumineuse dans le nom de notre groupement. Ça, c'est à force de travailler avec et dans les territoires et avec les acteurs territoriaux qu'on a compris et qu'on a construit la notion d'obscurité en tant que ressource et qu'on a compris que ça facilitait grandement les choses, notamment, vous avez parlé tout à l'heure des syndicats d'énergie, notamment auprès des acteurs de l'éclairage, des acteurs professionnels de l'éclairage. Si vous voulez, si vous arrivez vers eux en leur disant bah, maintenant vous êtes des grands méchants pollueurs, forcément, ça peut avoir tendance à les braquer. Alors qu'à partir du moment où on va parler de l'obscurité en tant que ressource, et on va voir pourquoi on peut parler de l'obscurité en tant que ressource, bah, les syndicats d'énergie, les professionnels de l'éclairage, les élus deviennent en fait les personnes qui sont en charge de la préservation de cette ressource. Donc leur rôle change radicalement. Ce ne sont plus les grands méchants pollueurs, ce sont les personnes qui sont au premier rang des acteurs qui vont prendre soin de cette ressource. Donc considérer l'obscurité comme une ressource multifacette. Déjà, prenons cette cartographie. Vous êtes ceux qui sont arrivés un petit peu en avance dans la conférence ont pu voir cette vidéo qui tournait en boucle sur leur écran, qui nous montrait la Terre vue de nuit, vue depuis la Station spatiale internationale, ce satellite, cette station en orbite dans laquelle s'est rendu Thomas Pesquet, notre astronaute national, et qui a pris depuis cette station spatiale internationale de très belles images de la Terre vue de nuit, des villes vues de nuit, avec leur éclairage artificiel qui monte en direction de l'espace et qui est visible du coup depuis à 400 km d'altitude, de gravitation de la Station spatiale internationale. Donc, il y a une dimension esthétique dans ces photographies. Et je me souviens que toutes les villes, tous les services communication des villes demandaient à Thomas Pesquet de prendre une photographie de leur ville la nuit, parce que c'est un document qui montre le rayonnement de la ville au sens propre comme au sens figuré. Mais ces documents, ces vidéos, ces photographies montrent aussi l'étendue de ce qui est maintenant considéré comme un problème environnemental, une pollution à part entière, de portée globale. Alors, portée globale, c'est dans le sens mondial, à l'échelle du globe, mais c'est aussi de portée globale par rapport à ce qu'on va dire par la suite. C'est de portée globale parce que ça touche des problématiques écologiques, des problématiques sanitaires, des problématiques socioculturelles. Ça engendre des problématiques de divers ordres. Mais on le voit, effectivement, une pollution qui est répartie à l'échelle du globe, mais qui n'est pas également répartie. Il ne faudrait pas oublier que l'accès à l'énergie électrique et l'accès à l'éclairage reste un enjeu de développement pour de nombreux pays des Suds. Alors en sciences humaino-sociales, on met du pluriel partout. Maintenant, ça évite voilà, comme ça, on fait croire qu'on n'uniformise pas la pensée. Donc, on parle des Suds et pas du Sud. Donc, les différents pays des Suds. Et là, on pense forcément, vous l'avez pile en face de vous, le continent africain, le continent sud-américain, mais qui est sur des problématiques un peu différentes. Voilà. Mais notamment, on pense au continent africain où la présence de lumière artificielle ne reflète pas du tout, comme c'est le cas chez nous, les densités de population, tout simplement parce que vous avez des zones très densément peuplées qui, par contre, avec des populations qui n'ont que très peu accès à l'énergie électrique. Donc, il faut, voilà, cette cartographie de la Terre vue de nuit, j'en parle un petit peu dans le bouquin, c'est devenu quasiment une icône. Vous connaissez tous maintenant cette image de la Terre vue de nuit. C'est une icône de la notion d'anthropocène, on en reparlera. C'est une icône du gaspillage énergétique. C'est une icône de l'empreinte écologique. Et moi-même, je parle d'empreinte lumineuse pour parler de ces zones éclairées par la lumière. Une lumière qui sort très largement des seules surfaces bâties, des seules limites morphologiques de la ville, et qui, sous l'effet de la diffusion atmosphérique, va venir imprégner, impacter des territoires dans leur ensemble. Pour ceux qui habitent à Montpellier, vous connaissez certainement, vous êtes déjà allé dans le parc national des Cévennes, c'est certain. Et même depuis le parc national des Cévennes, la lumière émise par l'agglomération montpelliéraine, mais pas seulement, nimoise, etc., parvient jusqu'à le… Alors j'ai le sondage qui s'affiche en plein milieu. Alors, je vais pas répondre parce que la lumière parvient jusque dans des espaces préservés. Donc ça, nos collègues Adrien Guettet, Laurent Godet,
qui ont produit cette cartographie, qui sont au laboratoire LETG à Nantes, ont bien montré ça dans une publication, c'est que même les parcs nationaux, même les hotspots de biodiversité, même les zones qu'on pensait préservées du point de vue environnemental sont touchées par la lumière artificielle, puisqu'on est là face à une pollution diffuse avec un polluant qui se déplace à 300 000 km par seconde, la lumière artificielle. Un problème dont l'aggravation se poursuit. Toujours ce travail, toujours une cartographie issue du travail de mes collègues Adrien Guettet et Laurent Godet et d'autres collègues dans Biological Conservation en 2018, qui fait une analyse à partir des images satellitaires et qui montre qu'on a des zones du globe en bleu où effectivement le problème, on a l'impression qu'il se réduit. La quantité de lumière tend à réduire, mais il ne faut pas oublier qu'on est là, on compare des images en fait à deux dates différentes, 2012 en 92 et 2016, des images vues de l'espace. Et donc, on a aujourd'hui technologiquement les moyens d'envoyer moins de lumière en direction du ciel et donc d'avoir une pollution lumineuse qui, vue de l'espace, semble diminuer, mais au sol, on en envoie toujours autant. Donc, il faut prendre garde à ces résultats. Et c'est notamment le cas pour toutes les zones qui passent à la LED, les luminaires LED que l'on voit arriver aujourd'hui en éclairage public depuis 5 ans environ, sont bien défilés, c'est-à-dire qu'ils orientent mieux le flux en direction du sol. Et du coup, vu depuis l'espace, on a l'impression que la pollution lumineuse diminue. Or, d'un point de vue biodiversité ou santé, par exemple, c'est ce qui se passe au niveau du sol qui est important. Donc, voilà, c'est à nuancer. Et d'une façon générale, vous voyez quand même le reste, notamment le continent asiatique, le continent indien, l'Europe, la grande majorité de l'Europe, vous voyez qu'on est plutôt sur des teintes jaunes, rouges, orangées. Donc, on reste dans une croissance de cette pollution lumineuse. Alors, on est environ dans une croissance de 2 à 3% par an d'augmentation selon la zone du globe. Donc, voilà, bien avoir ça en tête. Malgré la prise de conscience de ces 10 dernières années très forte sur ce problème de la pollution lumineuse, on reste sur une dynamique de croissance de cette pollution. Voilà des cartographies un petit peu, alors je suis géographe, donc forcément je pars des cartes, des cartographies un petit peu presque alarmistes. Là, c'est une publication qui a fait date, qui a fait beaucoup de bruit dans la presse en 2016. C'est une actualisation de l'Atlas mondial de la clarté artificielle du ciel nocturne, réalisé par Falchi et son équipe. Le premier atlas de ce genre avait été publié en 2001. Il avait déjà fait du bruit. Il permettait de quantifier, de modéliser la pollution lumineuse, et son actualisation a fait encore plus de bruit parce que le problème de la pollution lumineuse avait été arrivé dans le débat public. Et cet atlas de la clarté artificielle du ciel nocturne, il nous dit quoi? Il nous dit que si vous habitez la région parisienne, par exemple, c'est le cercle jaune, il vous faudra parcourir 900 km pour trouver un ciel dénué de pollution lumineuse au zénith. Le zénith, c'est le point qui se trouve juste au-dessus de votre tête, à l'opposé du nadir qui se trouve juste sous vos pieds. Donc, un ciel dénué de pollution lumineuse au zénith seulement, hein. C'est-à-dire qu'on ne considère pas l'horizon, etc. Depuis Paris, il faudrait parcourir 900 km pour se rendre en Écosse, ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, ou en Corse, ou en Autriche, ou en Espagne. Voilà. Ici, vous avez des zones bleues où c'est le ciel vierge de pollution lumineuse au zénith. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que l'empreinte lumineuse de Paris a un rayon d'action de 900 km, c'est que quand vous quittez Paris, vous allez tomber sur Dijon, par exemple, très rapidement. Puis vous allez vers le sud, vous allez tomber sur Lyon, et puis vous allez tomber sur toute la vallée du Rhône, et puis Montpellier, qui est ici. Donc, comme ça, vous êtes en permanence repoussé de plus en plus loin. Et si vous cherchez un ciel qui est dénué de pollution lumineuse dans son entièreté, depuis le zénith jusqu'à l'horizon nord, sud, est, ouest, là, il vous faudra, si vous partez par exemple de la Suisse ici, il vous faudra parcourir plus de 1500 km. Voilà. Donc des chiffres qui paraissent effrayants. Alors, il faut bien avoir en tête que là, on est sur de la modélisation, qu'on va traquer avec cette modélisation, avec des lois. Cette modélisation, elle est faite à partir de lois de diffusion de la lumière artificielle dans l'atmosphère, des lois de diffusion de Mie, de Rayleigh, pour ceux qui s'intéressent à la physique de la lumière. Et donc, on va traquer le moindre photon
de lumière artificielle diffusée dans l'atmosphère. Reste que en France, vous avez des ciels, je pense par exemple au Morvan, parce que j'y étais la semaine dernière, je pense au PNR de Mille Vaches, ici, parce que j'y étais la semaine dernière également, je pense au Parc national des Cévennes, qui restent de très bonne qualité, mais qui ne sont pas exempts de pollution lumineuse. Il n'y a pas sur le territoire métropolitain de ciel, il n'y a plus un seul endroit sur le territoire métropolitain de ciel exempt totalement de pollution lumineuse. Donc voilà, ça fait peur. Et quand en plus on regarde, on fait des prospectives, parce que c'est ce que permet la modélisation, c'est de faire de la projection dans le futur. Et si on s'imagine faire passer l'ensemble du parc d'éclairage public tel qu'il est actuellement en Europe sur la technologie LED, ce fameux éclairage par diode électroluminescente, qui a jusqu'à présent, notamment en 2016, quand c'est sorti, les technologies LED n'étaient pas aussi matures qu'aujourd'hui. Et les températures de couleur, on verra ce que c'est tout à l'heure, les températures de couleur, la lumière LED est souvent une lumière très blanche, un peu presque blafarde, bleutée. Et le blanc et la lumière blanche est plus fortement diffusée dans l'atmosphère. Et donc, en fait, on voit que l'empreinte lumineuse, si on passait tout le parc d'éclairage public tel qu'il est dans sa morphologie actuelle, vers la technologie LED ou vers les technologies LED, parce que c'est un ensemble de technologies plutôt, vous voyez, l'empreinte lumineuse s'étendrait en taille et en intensité. C'est-à-dire que vous voyez les taches rouge-rose grossir, grandir en termes d'emprise territoriale, et vous voyez que la part de rouge et de blanc, par exemple, remonte. Ça, c'est l'intensité, finalement. Donc, il faut bien imaginer, vous connaissez peut-être ça, vous l'avez certainement déjà vu, vous connaissez les halos lumineux des villes classiques quand vous arrivez en voiture, que vous rentrez le week-end un peu tard le dimanche soir ou en hiver, pas si tard que ça, et que vous arrivez en direction de la ville, vous êtes à 50, 20 km de Montpellier par exemple, et vous voyez ce halo, cette chape grise orangée, un petit peu indéfinie, floue, qui surplombe la ville de Montpellier. Ça, c'est le halo de pollution lumineuse classique. Vous avez peut-être déjà vu des halos de pollution lumineuse au-dessus des stades. Les stades sont très fortement éclairés en lumière blanche, notamment les stades qui servent à la première division footballistique, parce que c'est normé pour les retranscriptions, les retransmissions télévisuelles. Et donc, on maintient un niveau d'éclairage très fort et une lumière blanche pour que les caméras captent le mieux les couleurs. Et on voit que ces stades, avec leur lumière blanche, on a l'impression que ça éclaire beaucoup plus, que le halo de pollution lumineuse généré seulement par ces quelques luminaires blancs est beaucoup plus fort. C'est parce que la lumière blanche est plus diffusée dans l'atmosphère. Donc voilà, un petit peu l'état des lieux cartographique. Bon, faut pas prendre peur, faut pas partir en courant. J'ai pas encore parlé des effets sur la santé, mais bon, voilà, c'est quand même, il y a des zones du globe où on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'œil humain active des cellules photoréceptrices un peu particulières la nuit, qui sont pas tout à fait les mêmes qui sont même pas du tout les mêmes que celles qu'on utilise la journée. Et il y a des zones du globe qui sont tellement éclairées, on peut penser à Shanghai, on peut penser à des mégacités comme ça, qui sont tellement éclairées qu'en fait, les cellules qui servent à notre vision nocturne ne sont jamais activées. C'est-à-dire qu'on reste toujours en mode vision diurne. Il y a tellement de lumière qu'on ne passe jamais en vision nocturne. Alors là, partez pas en courant, ne vous déconnectez pas en courant. J'ai 2 diapos un petit peu indigestes, surtout à l'heure de l'apéro, juste avant de manger. 2 diapos en fait qui sont là pour montrer qu'on peut appréhender le problème, et c'est ça qui va nous permettre de construire la notion de ressources. On peut appréhender le problème de l'éclairage artificiel via un cadre d'analyse un petit peu particulier qui est critiquable, comme tout cadre d'analyse. C'est à partir du moment où un cadre d'analyse est scientifique, il doit être critiquable. Le cadre d'analyse des services écosystémiques. Et en fait, là, c'est un travail que je suis en train de faire avec des collègues en interdisciplinarité, de travailler un petit peu quels services écosystémiques sont dégradés par la lumière artificielle. Et ça, c'est une chose, mais surtout, quels sont les services écosystémiques fournis par l'obscurité. Et en fait, on va voir qu'ils sont nombreux. Je vais passer très rapidement sur les services de régulation de la géosphère. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a une seule petite étoile à côté, ces services-là.
par exemple la régulation thermique du système Terre, de la lithosphère, de la cryosphère, de l'hydrosphère, hein, toute la sphère qui contient la flotte sur l'eau. En fait, ces services-là, liés rendus par l'obscurité, notamment en termes de régulation des températures de surface de l'océan, par exemple, ne sont pas dégradés par la lumière artificielle, mais sont quand même des services rendus par l'obscurité. Par contre, on a d'autres services dégradés par la lumière artificielle, rendus par l'obscurité, au niveau notamment des services de régulation des populations, du point de vue des bénéfices écologiques. Hein, on verra tout à l'heure, on en parlera. L'obscurité est un état cyclique fondamental et structurant pour la biosphère, et l'obscurité va permettre et déterminer de nombreux comportements chez tout un tas d'individus, de tout un tas d'espèces animales et même végétales. Du point de vue sanitaire, c'est la même chose. En fait, le régime naturel de luminosité, c'est-à-dire cette alternance naturelle entre lumière et obscurité, va être ce qu'on appelle le premier synchroniseur exogène, c'est-à-dire qui ne vient pas de nous, qui n'est pas lié à des aspects l'ADN, c'est quoi, génétique, parce qu'on a des gènes qui nous permettent de coordonner les horloges périphériques, mais le premier synchroniseur environnemental, si vous voulez, exogène, extérieur au corps humain, c'est cette alternance naturelle de la lumière et de l'obscurité. On verra tout à l'heure en quoi c'est très important, parce que si ce synchroniseur, si on le perturbe avec l'insertion de lumière artificielle dans l'environnement, la synchronisation de notre horloge biologique et en fait de nos horloges biologiques ne va pas se faire très bien, et on va avoir tout un tas d'effets en chaîne dont on reparlera tout à l'heure. Et puis, des services écosystémiques qu'on a un petit peu tendance à oublier, mais qui sont importants, je pense, du point de vue territorial, au moment où les territoires veulent se saisir de la lutte contre la pollution lumineuse et surtout de la préservation, voire de la valorisation de la ressource obscurité. Ce sont tous les services écosystémiques liés aux enjeux culturels. Alors, on comprend très bien les enjeux d'éducation et de recherche, par exemple. Hein, on comprend qu'un astronome qui a une activité de recherche a besoin d'un ciel noir pour avoir accès à son objet de travail, à l'objet d'étude, qui est le ciel étoilé, son objet d'étude, qui est le ciel étoilé. Mais on a aussi toute une catégorie de services écosystémiques liés aux loisirs de pleine nature qui dépendent de l'obscurité. L'observation du ciel étoilé pour les astronomes amateurs, tout un tas de savoirs naturalistes sur l'environnement nocturne, voilà, la faune nocturne, quelles sont les espèces nocturnes présentes à un endroit. Si vous mettez trop de lumière artificielle dans un endroit donné, on va voir tout à l'heure que ces espèces nocturnes vont avoir tendance à déserter leur niche écologique, et vous n'aurez plus accès à ce savoir naturaliste lié à la qualité de l'obscurité en un lieu donné. Des services écosystémiques artistiques, avec l'archétypique ciel étoilé de Van Gogh, bien sûr. Van Gogh n'aurait pas pu peindre un ciel étoilé au-dessus d'un paysage urbain, même inséré dans un paysage urbain, s'il avait connu la pollution lumineuse à son époque. Donc, hein, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux culturels, voire socioculturels, à la préservation de cette obscurité. Donc, ce sont tous ces services écosystémiques rendus par l'obscurité qui nous permettent de dire, en fait, l'obscurité fait ressource pour le vivant, humain, du point de vue socioculturel, du point de vue sanitaire, et non humain, du point de vue écologique. Alors, on va faire, avant de faire un petit focus sur chacun de ces types de ressources, justement, de bénéfices liés à la ressource obscurité, il ne faut pas oublier qu'en fait, défendre cette ressource obscurité, et quelque part, ça va revenir à se heurter à cette mythologie du progrès qui est chevillée à la lumière et à la lumière artificielle. Vous avez à gauche le frontispice de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Siècle des Lumières, bien nommé, et vous voyez que sur ce frontispice, debout, c'est la vérité rayonnante. Voilà. Donc la lumière vient de la vérité, et puis vous avez la philosophie qui tente de lui enlever son voile, et puis toutes les autres sciences. Hein, vous pourrez regarder sur YouTube, vous pourrez aller où vous tapez frontispice encyclopédie Diderot d'Alembert, vous pourrez voir que il y a un microscope, voilà, on est dans le siècle des Lumières. Mythologie, la lumière, c'est le savoir. Le Beckauer au milieu, gaz pétrole. Regardez cette image et la divinisation. Voilà, vous êtes là face à l'arrivée de l'éclairage au gaz, et encore plus par la suite de l'éclairage électrique dans la ville. C'est l'arrivée du progrès, d'un progrès quasi divin. Hein, vous voyez cette image. En fait,
on a une dame qui tient la main de son enfant, on est quasiment dans une transcription de la Vierge à l'enfant, et puis qui montre une nouvelle divinité, qui est la lumière artificielle, quoi, et qui dit, regarde maintenant d'où vient la lumière, elle vient de là. Et puis enfin, à droite, à l'image de droite, vous avez l'éclairage public ici parisien, dans tout ce qu'il représente et tout ce qu'il drague derrière lui d'urbanité, au sens complet de l'urbanité, à savoir est urbain, ce qui est poli, ce qui est policé, hein, ce qui est aussi surveillé. Il ne faut pas oublier que l'arrivée de la lumière dans la ville, c'est avant tout pour… Il y a un triptyque qui traverse l'histoire de l'éclairage, c'est embellir la ville, on l'éclaire pour embellir, faciliter les déplacements, que ce soit à pied, en voiture à cheval, puis surtout au moment de la ville automobile dans les années 50-60, l'après-Seconde Guerre mondiale. Et puis, j'ai dit quoi? Et sécuriser, embellir, faciliter les déplacements et sécuriser la ville nocturne. Donc voilà, c'est ça l'urbanité. Et il n'y a pas d'urbanité sans lumière artificielle aujourd'hui. Et c'est encore le cas. On est à quelques jours du 8 décembre. Le 8 décembre à Lyon, c'est la fête des Lumières. C'est en plein hiver, on va éclairer cette ville. Paris, c'est la ville lumière. Lyon, c'est la ville de la fête des Lumières. Ça charge, l'éclairage artificiel nocturne est chargé de cette symbolique. Donc, vous imaginez le projet politique, entre guillemets, de sauver la nuit, de préserver l'obscurité, vient s'opposer à cette mythologie progressiste très forte dans nos cultures occidentales. Donc, ce n'est pas un travail facile. Les premiers acteurs qui ont tiré la sonnette d'alarme l'ont fait dans l'après-Seconde Guerre mondiale, justement, cette période de la ville automobile où on a massifié, normalisé et massifié les façons d'éclairer l'espace urbain et où la quantité d'éclairage a explosé dans les villes. Et les premiers acteurs qui ont tiré la sonnette d'alarme sont des acteurs qui avaient l'habitude d'être un peu en dehors de la ville, les astronomes professionnels et amateurs qui avaient leur télescope à quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres des villes et qui ont vu en fait le halo de pollution lumineuse grandir en taille et en intensité et qui ont commencé à militer pour sauver la nuit, pour qu'on leur rende leur ciel étoilé. Je prends des extraits, le terme « Sauvons la nuit », c'est le titre d'une charte parue en France en 1992. La problématique a mis un peu plus de temps qu'aux États-Unis à se publiciser. Et puis, la notion de « rendez-nous les étoiles », c'est pareil, ça vient d'un tract qui était produit dans les années 80 par le milieu de l'astronomie amateur en France. Donc, faisons un petit focus justement en partant de l'astronomie sur ces enjeux socioculturels de la préservation de l'obscurité. Parce que, bon, c'est lié à l'astronomie, le ciel étoilé pour se repérer, par exemple, historiquement. Je vais pas faire un catalogue de tous les liens et tous les apports de l'observation du ciel étoilé dans nos cultures, parce que là c'est une conférence à part entière et c'est des tomes et des tomes d'écriture. Mais l'héritage de l'observation du ciel étoilé est partout. Et même là où on ne le soupçonne pas, dans vos GPS, par exemple, avec la cartographie à la base, avec l'astrolabe, avec le sextant, avec la cartographie du ciel nocturne. Et puis finalement, avec la peinture aussi, parce qu'on a peint ces activités, on a peint ces astronomes, ces géographes, etc. Voilà. Plus près de nous, d'un point de vue plus directement lié à l'observation scientifique du ciel étoilé, le ciel étoilé reste une porte d'entrée pour la compréhension de l'univers. Donc, c'est aussi une porte d'entrée pour un questionnement. Alors, ça a valu à certains de se faire brûler sur des bûchers. Hein. En haut à gauche, vous avez… voilà, mais aujourd'hui, l'astronomie est une science bien installée dans le paysage. C'est une science très technique. C'est une science qui est fortement financée par les organes de recherche. Ce serait dommage de financer autant les grands observatoires et puis dans le même temps, dans les plaines, de souiller le ciel nocturne, parce que si c'est une porte d'entrée pour la compréhension de l'univers pour les professionnels, ça l'est aussi pour finalement tout un chacun. C'est un spectacle gratuit offert, entre guillemets, par la nature. J'aime pas trop ces termes. La nature ne marchandise rien. Donc c'est nous qui mettons ces termes dessus. Mais en tout cas, c'est un spectacle auquel on s'est tous adonné, enfin un plaisir auquel on s'est tous adonné de regarder et de rêvasser devant une voûte étoilée sans avoir à y connaître rien en astrophysique, en physique, en théorie des cordes et en physique quantique ou je ne sais quoi. Donc, c'est aussi un rapport expérientiel à la nature, tout simplement.
Et au-delà du ciel étoilé, alors bien sûr, vous avez le ciel étoilé, vous avez le bivouac, l'archétypique bivouac sous les étoiles, que je vous invite à aller faire dans le parc national des Cévennes. Évitez la zone cœur, parce que je sais que le parc national, malgré sa mise en tourisme du ciel étoilé, de la qualité de son ciel étoilé, etc., veut prendre soin quand même de ne pas créer des nouvelles formes de dérangement avec un tourisme qui viendrait faire des bivouacs en pleine zone cœur du parc et déranger les espèces nocturnes, mais aller en zone, en aire d'adhésion, en zone périphérique du parc ou dans d'autres parcs naturels régionaux du Massif central, par exemple, ou dans les parcs des Alpes du Sud. Si vous êtes à Montpellier, vous avez la chance de ne pas être trop loin des Alpes du Sud. Allez vivre cette expérience du bivouac. Si possible, à la belle étoile, sans tente. Alors, évitez les nuits de pleine lune, parce que moi, à chaque fois, je tombe sur les nuits de pleine lune quand je vais faire des bivouacs pour aller pêcher, etc. Et vous n'arrivez pas à dormir. Donc, choisissez une nuit de nouvelle lune en fin d'été, une nuit chaude, et là, vous aurez la Voie lactée qui va s'étirer du nord vers le sud face à vous. C'est un vrai spectacle. Pour ceux qui n'aiment pas trop dormir dehors en pleine nuit, vous pouvez vous contenter. Là, j'ai mis des photos, une photo d'amis à moi que j'ai prise dans les Pyrénées. Je suis désolé, c'est une diapo qui fait un petit peu album de vacances, mais c'est comme ça. Vous pouvez vous contenter de regarder le coucher du soleil. Voilà, cette entrée dans l'obscurité. L'obscurité, ce n'est pas seulement l'obscurité à 3 heures du matin, noire, pleine et entière. C'est aussi l'arrivée dans l'obscurité, l'arrivée dans la nuit. Et puis, on voit que de plus en plus dans les territoires, on a des territoires qui proposent des randonnées nocturnes. Donc ça fait écho au fil qu'on va tirer tout à l'heure sur la question de la valorisation de cette nouvelle forme de ressources environnementales qui est la qualité de l'obscurité. Voilà, donc vous voyez, c'est des enjeux pas seulement liés à la science, c'est aussi lié à l'observation du ciel étoilé, à l'observation d'un état de l'environnement différent de celui du jour, où on a une faune particulière, donc où on a des bruits particuliers, des bruits spécifiques, on a des espèces qui chantent, notamment chez les oiseaux, chez les hiboux, etc., qui ne chantent pas de jour. Donc c'est un rapport expérientiel bien particulier à l'environnement. Alors je ne pouvais pas ne pas mettre de photographie depuis le lac des Pises. Le lac des Pises, vous êtes en pleine zone cœur du parc national des Cévennes, et le lac des Pises abrite un petit peu plus sur la droite là, de la photo, l'observatoire de la Société astronomique de Montpellier, qui a été, avec son ancien président, Jean-Marie Lopez, un des acteurs pionniers dans le fait de tirer la sonnette d'alarme en France sur la question de la pollution lumineuse. Et donc, j'aime bien mettre cette photo pour rendre un petit peu hommage à Jean-Marie Lopez, que je connais bien, qui m'a souvent accueilli très, très gentiment dans son observatoire. Effectivement, depuis ce lac des Pises, je vous invite à y monter à pied. La randonnée n'est pas très longue. Et au mois de juillet, au mois d'août, à faire un petit bivouac depuis le bord du lac des Pises, vous aurez la vue sur cette Voie lactée. Donc, un spectacle à part entière. Alors, l'obscurité comme expérience de nature et de redécouverte des paysages. Ah, effectivement, c'était le cas de la diapo d'avant. Là, on a un paysage nocturne quasiment dénué de toute pollution lumineuse, mais les paysages nocturnes, des fois, ils sont chargés en pollution lumineuse, en lumière artificielle. Et ça, c'est une diapo qui va me permettre de vous emmener vers la question des effets écologiques de cette lumière artificielle nocturne. On est ici, sans vouloir leur faire de mauvaise publicité, je les connais très bien et je m'entends très bien avec eux, mais malheureusement, il y a sur leur territoire des lieux avec beaucoup de lumière artificielle, et c'est pour ça qu'ils travaillent cette question de la pollution lumineuse. On est ici dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, dans un fond de vallée. Vous voyez qu'en fait, on voit déjà là des choses intéressantes du point de vue de la lecture paysagère. Alors déjà, on voit qu'effectivement, ce paysage est rempli de halos de lumière artificielle. J'ai un peu triché, non pas que j'ai bidouillé la photo, mais d'une, c'est une photo en pose longue. Il faut prendre. C'est un peu comme la modélisation de tout à l'heure, de l'atlas artificiel de la clarté, de la clarté artificielle du ciel nocturne. C'est un peu on a tendance à amplifier le problème avec ces poses longues photographiques, mais c'est pour faire ressortir deux choses. Vous voyez déjà que du point de vue écologique, en fait, il ne va pas s'agir de la même chose selon qu'on va vouloir traiter les halos lumineux ou l'éclairage direct, tel qu'on le voit là au premier plan de la prairie, fait par une dizaine de lampadaires finalement dans ce bourg, et
halo lumineux généré par une ville voisine, mais qui est à 5 ou 6 kilomètres et qui, vous voyez, en fait, éclaire l'ensemble de l'atmosphère. Là, on a des nuages, donc ça apparaît encore plus, et puis on voit quelques étoiles là qui essayent de transparaître. Donc on voit déjà que l'échelle du problème, là, on a deux échelles. Hein. On a une échelle très, très localisée autour de quelques luminaires, et puis une échelle là où on va devoir traiter plusieurs centaines de lampadaires et qui est beaucoup plus diffuse. Et puis on voit aussi que les températures de couleur de ces deux formes de pollution lumineuse ne sont pas les mêmes. Là, vous êtes sur des éclairages très, très, très anciens, des ballons fluo. C'est pas de la LED. Ça a beau être très blanc, c'est pas de la technologie LED, c'est plutôt des technologies des années 50-60, le ballon fluo, complètement obsolète et qui envoie de la lumière partout, mais qui est très, très blanche. Et vous voyez, un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure sur les stades de foot. Il suffit de quelques luminaires très blancs pour avoir cet effet de halo qui explose complètement. Et puis là, vous êtes plutôt sur de la lumière au sodium qui va générer une empreinte lumineuse et un halo plutôt jaune-orangé. Alors, les enjeux écologiques de la préservation de l'obscurité. Pourquoi les écologues et les biologistes nous disent qu'il est important de lutter contre la pollution lumineuse et pourquoi ils nous disent finalement que l'obscurité fait ressource pour le vivant? Il faut garder en tête que la lumière artificielle va impacter une très grande diversité de taxons. On va pas tous on va en prendre quelques-uns dans la diapo, mais le processus, l'idée de base à garder en tête, et ça a été bien souligné encore il y a 3 semaines, un mois, par une publication, ce qu'on appelle une méta-analyse donc un article dans la revue Nature qui fait une méta-analyse, c'est-à-dire qui prend quasiment l'ensemble des articles scientifiques qui paraissent sur la pollution lumineuse, sur un problème donné, ici la pollution lumineuse à un moment donné, et qui fait une photographie de l'état des savoirs et qui montre en fait que toute forme de lumière artificielle, et d'ailleurs la lumière artificielle porte bien son nom, on l'appelle artificielle, donc elle n'est pas présente naturellement dans le milieu, toute forme de lumière artificielle perturbe les milieux du point de vue écologique, perturbe les espèces. Les seules espèces qui peut-être ne sont pas directement touchées par l'éclairage artificiel sont les espèces présentes dans les grands fonds océaniques. Voilà, parce que la lumière ne se diffuse pas au-delà de 200-300 mètres de profondeur. Et donc là, on est sur des espèces qui ne sont pas liées à cette rythmicité naturelle, cette alternance naturelle entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'obscurité. Par contre, toutes les espèces que vous voyez là, tous les taxons que vous voyez là sur cette diapositive, elles sont soumises depuis une centaine d'années à l'arrivée massive de lumière artificielle dans leur environnement, dans leur habitat. Si on prend les oiseaux, le groupe des oiseaux, alors là, il y a plein de choses différentes, il y aurait plein de choses différentes à dire, mais par exemple, pour les oiseaux migrateurs, la lumière artificielle va générer des modifications dans l'orientation de ces oiseaux. On sait que de nombreux oiseaux migrateurs s'orientent grâce aux étoiles, grâce aux champs magnétiques pour leur grande migration sur plusieurs milliers de kilomètres. Certains sont particulièrement sensibles à la lumière parce que, justement, pour s'orienter aux étoiles ou à la Lune, à la luminosité de la Lune, il faut être sensible à la lumière. Et dès lors que ces oiseaux vont passer, je pense par exemple aux grands migrateurs qui passent dans le couloir rhodanien, couloir classique, couloir ultra important pour le grand couloir de passage qui permet la jonction entre l'Afrique et l'Europe du Nord au moment des grandes migrations d'oiseaux. Ce couloir rhodanien, il est suréclairé par toute la métropole lyonnaise, etc., toute la continuité urbanistique que vous connaissez, que vous pourrez voir sur les images de la Terre vue de nuit, et qui vient perturber les grands mouvements de migration. Donc une perturbation dans l'orientation spatiale de ces espèces et qui vont parfois se retrouver capturées, entre guillemets, dans le halo de pollution lumineuse des grandes agglomérations. Donc on comprend bien là que pour des oiseaux migrateurs, l'échelle de travail devrait être plutôt une échelle régionale, voire suprarégionale, voire nationale, voire supranationale, européenne quasiment. Hein. Ça, je commence à poser des pierres pour la suite du raisonnement. Hein. Vous allez voir, là, je pose des pierres sur la problématique des oiseaux, elle se pose à une échelle très large. Problématique des batraciens.
Alors, les oiseaux, on peut aussi, pour revenir, juste pour revenir, parce que j'y pense, on peut aussi trouver des problématiques à des échelles beaucoup plus fines à l'intérieur de la ville où la lumière artificielle, en fait, va créer cette espèce de jour permanent qui va faire que certains oiseaux, les fameux songbirds, les oiseaux qui chantent, là, tout un groupe d'oiseaux, normalement chantent un petit peu avant le lever du jour, notamment au printemps. On l'a bien vécu pendant le confinement. On a tous été surpris de retrouver ces chants d'oiseaux en plein cœur de nos villes. C'était tout à fait normal. Et ils ont tendance à chanter au lever du jour, mais vous comprenez bien qu'en fait, s'ils sont pris dans la lumière en permanence, distinguer la nuit noire du lever du jour, c'est compliqué. Donc en fait, ils vont s'épuiser à devoir chanter. Enfin, ils vont chanter un peu plus tôt. Certains vont chanter tout au long de la nuit. Et donc, c'est une perte énergétique pour eux. Hein, c'est une véritable perte énergétique, perte d'énergie. Ils chantent à des moments, alors ça dégrade leur qualité de chant. Et en fait, la qualité du chant, notamment chez le mâle, sert à la femelle à choisir le mâle avec lequel elle va s'accoupler. C'est-à-dire qu'un oiseau, dans certaines espèces, si le mâle chante mal, c'est pas mal ça. Si le mâle chante mal, la femelle ne va pas vouloir s'accoupler avec lui. Et on comprend que s'il se fatigue à chanter 24 heures sur 24, finalement, bah, vous, quand vous parlez 24 heures sur 24 et quand vous chantez 24 heures sur 24, au bout d'un moment, la voix s'est gosillée. Donc, c'est un petit peu la même. Et là, on voit que l'échelle n'est plus du tout la même. Hein. On est à l'échelle de la ville déjà. On est à l'intérieur de la ville. C'est plus le même problème que le problème des migrations. Les batraciens, c'est pareil, des problèmes de communication. Les batraciens vont avoir tendance à chanter, à vocaliser. De nombreux batraciens ont besoin d'un niveau suffisant d'obscurité, d'une intensité suffisante de l'obscurité pour se mettre à vocaliser, pour communiquer, notamment entre mâles et femelles. C'est toujours la même histoire. Hein. Eux chantent pas sous des balcons, mais c'est à peu près toujours la même histoire. Les lépidoptères, les papillons de nuit, là j'ai mis le grand pan de nuit que bien sûr vous connaissez si vous êtes naturaliste amateur. Ce papillon a quasiment disparu de nos territoires. Il faut être conscient que ça n'est pas seulement le problème de la lumière artificielle qui fait disparaître les insectes. Attention, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a aussi la pollution des sols, il y a aussi les surfaces urbanisées, etc. Mais la lumière artificielle, et c'est ce que montre la méta-analyse parue dans Nature il y a 3 semaines, un mois, est un problème majeur du point de vue de la biodiversité. Les lépidoptères, comme les éphéméroptères, que j'ai mis un petit peu à côté, si vous êtes amateur de pêche à la mouche comme moi, vous la connaissez, celle-là, c'est la fameuse mouche de mai, la mayfly, que vous escrimez à essayer d'imiter au mieux quand vous montez avant l'ouverture de la pêche vos imitations pour aller pêcher la truite. En fait, ces insectes sont très fortement photophiles. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par la lumière, un petit peu comme le ver luisant que j'ai mis en haut à gauche de la diapositive. Le mâle du ver luisant est très fortement photophile parce qu'il recherche la femelle qui émet un signal bioluminescent. Donc, vous comprenez que aussi bien les vers luisants que les éphémères, que les papillons de nuit, que tout un tas d'insectes, dès lors que vous allez éclairer leur milieu avec de la lumière artificielle, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir faire ce que vous avez tous déjà vu quand vous avez laissé la lumière allumée chez vous au mois de juin, juillet, en ayant laissé les fenêtres ouvertes et que quand vous rentrez, vous trouvez des papillons de nuit dans votre chambre à coucher, etc. Parce qu'en fait, ils sont attirés par la lumière. Ils vont venir tournoyer autour des sources de lumière artificielle, se choquer, mourir par choc, par brûlure avec soit la source directement, soit mourir d'épuisement à force de tournoyer autour de la source lumineuse. Et puis le matin, vous les retrouvez, non pas dans l'église qui roupille, comme aurait dit Brel, mais morts au pied du luminaire. Ça, c'est vous l'avez peut-être déjà vu si vous habitez dans des villes ou des villages, des bourgs, dans lesquels il y a un ruisseau qui passe, ou un fleuve ou une rivière qui permet ces émergences d'insectes, d'éphémères par exemple, et où il y a des lampadaires le long de ces zones en eau. Lors des grandes émergences du mois de mai, juin, qu'affectionnent tant les pêcheurs à la mouche, vous voyez ces insectes qui viennent très vite tournoyer autour des sources lumineuses. Alors, les insectes viennent tournoyer autour des sources lumineuses, et puis certains sont, comme les chauves-souris, se disent, tiens, puisqu'il y a des insectes autour des sources lumineuses, allons manger ces insectes autour des sources lumineuses. Donc, on aurait l'impression que pour les chauves-souris, les chiroptères, que j'ai mis là en bas à gauche, l'effet serait plutôt positif. Mais il n'en est rien. En fait, on a montré qu'on créait
là aussi, entre les différentes espèces de chauves-souris, entre des espèces qui sont capables de voler rapidement sous les lampadaires et de venir manger ces insectes, et des espèces de chauves-souris qui sont plus lentes, qui ont un vol plus haut, qui passent au-dessus des lampadaires. On crée des déséquilibres entre ces espèces de chauves-souris dans la compétition pour le garde-manger, finalement, pour la manne de nourriture. Donc, quoi qu'il en soit, ça, c'est des études qui ont été bien menées par notre collègue Clémentine Azam, qui ont été menées qui ont été poursuivies par tous les collègues de l'UMR CESCO, les centres d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum national d'histoire naturelle, qui montrent que même si on a l'impression qu'on a un effet positif pour certaines espèces de la présence de lumière artificielle nocturne à une échelle fine spatio-temporelle, dès qu'on élargit la maille d'études spatiales et temporelles sur des grands espaces à l'échelle régionale ou nationale et sur le temps long, on montre un effet négatif. Les coléoptères, eux, c'est l'inverse, ils sont photophobes. C'est-à-dire qu'ils fuient plutôt la lumière. Alors, c'est des insectes qu'on n'aime pas trop, hein, c'est les cloportes, par exemple, c'est les blattes. Mais c'est des insectes qui vont c'est pas des insectes, pardon, qui vont vivre dans l'anfractuosité, dans les anfractuosités du sol, sous le couvert végétal, etc. Et donc, qui vont plutôt fuir la lumière. Donc, on comprend bien là aussi que si on insère de la lumière artificielle dans leur milieu naturel, qui en est dépourvu de cette lumière artificielle, ils vont avoir tendance à fuir leur niche écologique. Bref, retenez, si vous voulez retenir une idée directrice, c'est que dans tous les cas, dans un cas comme dans l'autre, quelle que soit l'échelle considérée, le temps court, le temps long, etc., l'insertion de lumière artificielle dans un milieu appauvrit le niveau de biodiversité de ce milieu, soit par surmortalité des individus de différentes espèces, soit par épuisement des ressources alimentaires, soit par désertion de niches écologiques. J'avais perdu la souris. Voilà. Je passe sur les interactions. Vous avez là une image que j'ai réalisée dans le parc naturel régional de l'Aubrac, qui est assez parlante. Alors, c'est une image où je superpose une centaine de photographies de 30 secondes chacune. Donc, vous voyez que le ciel étoilé se met à tourner, parce qu'en fait, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Vous pouvez repérer l'étoile polaire ici. Une petite météorite là qui est passée là. Mais surtout, on voit que qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez une source lumineuse très très forte, d'intensité très forte ici, qui vient éclairer, pas très joliment, une façade d'église. Je vous rassure, l'éclairage de cette église se coupe à minuit comme la loi le demande désormais. Mais on voit qu'autour de cette source lumineuse sont attirés des insectes. C'est toutes les petites traînées que vous voyez là, très proches de la source. Les insectes sont attirés, mais vous en avez d'autres qui sont attirés ici, à ce niveau-là, mais qui n'ont pas imprimé le capteur de l'appareil photo. Par contre, ce qui imprime très bien le capteur de l'appareil photo, c'est qui? C'est quoi? C'est ces chauves-souris, cette colonie de chauves-souris qui gîte dans l'église, dans les anfractuosités de la pierre, etc., et qui, à la nuit tombée, vient utiliser la manne de nourriture attirée, les insectes attirés par l'éclairage artificiel nocturne, et qui se mettent à tournoyer dans le faisceau pour chasser ces insectes. Donc, voilà, là, on voit cet effet qui pourrait sembler positif de l'éclairage artificiel nocturne, mais dont les écologues nous disent, sur le temps long et à échelle plus large, que ça crée des déséquilibres entre individus, entre espèces, etc. Bref, des impacts nombreux, des effets nombreux. Samuel, Alors, c'est Laurent, je vous fais un petit point timing. ouais. Il est 19h30, c'est juste pour vous informer, parce que je sens que vous êtes passionné, Ah oui, qu'il c'est reste vrai que encore quelques diapos. ouais, Je vous laisse continuer. je vais essayer d'aller plus rapidement parce que je crois que les enjeux écologiques étaient importants à poser parce que c'est ça qui pose question aujourd'hui dans les territoires. Bien sûr. Ça, c'est un petit peu ce qui, sur la diapo, là, vous avez un petit peu les paramètres sur lesquels on peut jouer quand on est élu, par exemple, quand on est décideur public. L'éclairage artificiel, l'éclairage public notamment, fait partie des pouvoirs de police du maire. Donc, c'est au maire de décider la façon dont il veut éclairer, à quelle heure, etc. Donc, on peut jouer sur la durée d'éclairement dans la nuit, on peut couper au milieu de la nuit, on peut jouer sur le spectre lumineux. Les écologues, comme les médecins, on le verra juste après, nous disent qu'en fait, plus on a un éclairage qui va dans les teintes chaudes, dans des températures de couleur faibles,
vers les 2700, même 2400 et même encore mieux 1700 degrés Kelvin, mieux c'est du point de vue biodiversité et santé également. On peut jouer sur l'intensité, on sait faire ça aujourd'hui, on sait faire de la modulation de l'intensité lumineuse en cours de nuit, hein, on peut régler ce qu'on appelle dimmer, réduire l'intensité lumineuse au cours de la nuit. On peut jouer sur la densité de lampadaire. Des fois, vous avez un lampadaire tous les 10 mètres dans certaines artères, certaines voies. On peut se poser la question, y a-t-il besoin de cette densité de lampadaire? On peut jouer sur l'orientation. Et avant tout, il faut se poser la question à chaque point lumineux qu'on installe ou qu'on regarde quand on est un élu, par exemple, dans son parc d'éclairage, se poser la question de la nécessité de maintenir ce point lumineux ou de le déposer, tout simplement. C'est des choses qui se font de plus en plus, de dire, bon, bah là, il y a un empilement de strates historiques, je me retrouve aujourd'hui avec 3 lampadaires quasiment au même endroit, parce que ça fait 30 ans qu'à un moment, on ajoute un nouvel éclairage parce qu'on a jugé qu'il n'y en avait pas assez, et puis aujourd'hui, on a un suréclairage. Est-ce que j'ai besoin de ces points lumineux? Alors, effectivement, j'accélère parce que sinon, je pourrais vous parler toute la nuit et ce ne serait pas bon pour votre santé, justement, parce que vous seriez devant votre écran, souvent, à mon avis, pour la plupart d'entre vous, rétroéclairé par LED, moi y compris. Là, je suis devant un 27 pouces, donc j'en prends plein les yeux. Les enjeux sanitaires, justement, de la préservation de l'obscurité. On va aller un peu plus vite, on va se focaliser, je vais passer très rapidement. En fait, là, c'est le champ de savoir qui émerge très fortement actuellement, c'est ce qu'on appelle la chronobiologie. La médecine chronobiologique, cette médecine qui va étudier les rythmes biologiques de nos organismes, mais ça vaut aussi pour l'ensemble des mammifères, en fait, ce qu'on va dire. Mais les médecins le travaillent essentiellement sur l'homme, parce que c'est plus facile de manipuler sur l'homme. C'est un champ de recherche qui est né dans les années 80 à la suite des expériences hors du temps menées par Michel Siffre, qui allait s'enfermer dans des grottes dépourvues de lumière artificielle, enfin dépourvues de cette alternance naturelle entre le jour et la nuit, et qui s'est rendu compte à un moment donné qu'en fait, en vivant dans ces grottes, en n'ayant pas d'informations sur le temps qui s'écoulait à l'extérieur des grottes, ben, quand il sortait, il était complètement décalé. Il avait plusieurs jours, même semaines, de décalage par rapport au temps qui s'était réellement écoulé à l'extérieur. Donc, c'est que son horloge biologique interne l'avait induit en erreur. Failli dire enduit d'erreur. Son horloge biologique interne l'avait induit en erreur, c'est-à-dire que son horloge biologique interne n'était pas calée sur les 24 heures du rythme classique sur lequel nos journées sont calées. Et en fait, cette chronobiologie, cette médecine chronobiologique nous montre que l'alternance naturelle du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité, de la lumière naturelle et de l'obscurité naturelle, est le premier synchroniseur de notre horloge biologique. On l'a déjà dit tout à l'heure. Et puis, ça va avoir des effets sur plein de choses, notamment sur la sécrétion de cette hormone, la mélatonine, qu'on sécrète, alors qu'on appelle souvent l'hormone du sommeil et qu'on vous vend par petites gélules. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle un chronobiotique, c'est-à-dire qu'on peut vous l'administrer pour vous recaler si vous êtes jet-lagué, si vous êtes un businessman international et que vous faites trop de voyages en avion et que vous subissez le décalage horaire, le jet-lag. La mélatonine est un chronobiotique, c'est-à-dire que votre médecin peut vous en prescrire avec une prise à la bonne heure pour vous recaler. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle plutôt l'hormone de la nuit. C'est une hormone qu'on va commencer à sécréter, vous voyez, secretion start, à 21h, en début de nuit. C'est-à-dire quand le niveau d'obscurité naturelle va avoir tendance à augmenter, quand le niveau de luminosité naturelle diminue et que l'obscurité arrive, notre œil envoie au cerveau le signal « sécrète la mélatonine ». Et la sécrétion de la mélatonine, son pic se fait au milieu de la nuit. Hein, vous voyez, ça commence vers 21h, PM, après le midi, 21h, et le pic est au milieu de la nuit. Alors, ce n'est pas le fait de sécréter cette hormone qui directement fait que vous allez vous endormir. Par contre, cette hormone, on dit qu'elle ouvre les portes du sommeil, c'est-à-dire qu'elle crée les conditions d'un bon endormissement. Et surtout, à partir du moment où vous avez le pic de sécrétion de mélatonine, vous avez d'autres hormones qui vont être activées. Notamment, le pic de sécrétion de mélatonine va enclencher la sécrétion du cortisol. Donc, vous voyez, le pic de sécrétion de la mélatonine, il est vers 3 heures du matin. 3 heures du matin, vous commencez à sécréter le cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. C'est l'hormone qui, en fait, sur le matin,
elle n'est pas représentée sur la courbe là, mais le pic de sécrétion du cortisol se fait vers 7-8 heures du matin. Ça correspond à quoi? Ça correspond au petit coup de fouet que vous avez quand vous avez bien dormi, dans une chambre bien noire, ce petit coup de fouet que votre corps vous envoie au matin pour faciliter le réveil. Voilà. Et on montre aujourd'hui, et c'est très bien montré, notamment par rapport à un type de pollution lumineuse un peu particulier, qui est la pollution lumineuse par nos écrans rétroéclairés qui sont omniprésents et qu'on emmène jusque dans nos chambres à coucher, que ces lumières, si vous les regardez dans les 3 heures qui précèdent l'endormissement, en fait, vous inhibez complètement la sécrétion de la mélatonine. Voilà. Donc, les chronobiologistes, je pense à mon collègue Claude Gronfier à l'INSERM à Lyon, qui milite véritablement auprès des services publics, auprès des services sanitaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, par exemple, pour une véritable hygiène lumière, ce qu'il appelle une hygiène lumière, ou ce qu'on pourrait plutôt appeler une hygiène obscurité. Il faudrait que je lui suggère d'ailleurs. Mais de dire, arrêtez les écrans rétroéclairés, les smartphones, les tablettes, dans les 3 heures qui précèdent l'endormissement. Mais un autre problème, ça c'est l'éclairage domestique. Mais on a aussi l'éclairage qui provient de l'éclairage public extérieur si vous fermez mal vos volets. Alors là, on pourrait se dire que ce sont des niveaux très très faibles de luminosité. Mais ces mêmes collègues chronobiologistes ont montré qu'en fait, des niveaux de 2-3 lux dans une chambre à coucher suffisaient à inhiber d'environ 50% la sécrétion de la mélatonine. Pour vous donner un ordre d'idée, l'éclairement plutôt, pour être précis, au sol d'une pleine lune, c'est 0,5 lux. C'est pas grand-chose, une pleine lune. 0,5 lux. Des niveaux de 2 à 3 lux de lumière artificielle nocturne suffisent à inhiber la sécrétion de la mélatonine et à déréguler votre horloge biologique. Alors, les effets négatifs, difficulté d'apprentissage, difficulté dans la mémorisation des tâches, risque de dépression accrue. Alors c'est là où vous allez tous partir en courant, hein, puis vous allez couper votre écran, baisser la luminosité de l'écran. Dommage direct, il y a une phototoxicité. Je vous renvoie à mon bouquin si vous voulez. Voilà, il y a une véritable phototoxicité, c'est-à-dire que la lumière va altérer directement, sans même passer par les processus d'altération de la sécrétion de certaines hormones, va altérer directement les yeux, la rétine, va favoriser l'apparition de dégénérescences maculaires liées à l'âge, par exemple, ou l'apparition de cataractes. Des risques d'obésité accrus. Voilà, en fait, c'est simple. Si vous voulez être en bonne santé, et il y a un très bon docu qui est passé sur Arte au mois de septembre, je crois, au début octobre, sur le sommeil. Si vous voulez être en bonne santé, le truc de base, c'est de dormir suffisamment, 8 heures par nuit. Ça dépend des chronotypes de chacune des personnes. En tout cas, de se coucher suffisamment tôt, de ne pas rater le petit train, comme on dit, la sécrétion de mélatonine, la montée de la sécrétion de mélatonine qui ouvre les portes d'un bon sommeil, et de dormir suffisamment et dans une chambre totalement hermétique à la lumière artificielle au noir. Voilà, je passe très rapidement. Il y a des risques. Les travaux actuels travaillent sur les liens entre la lumière artificielle et l'apparition de certains cancers. Ce n'est pas encore montré, je le dis bien, ce sont des travaux actuellement. Il y a des pistes, il y a des intuitions chez les chercheurs, mais ce n'est pas encore bien stabilisé ce savoir. Il ne faut pas non plus se monter la tête. Il y a bien d'autres facteurs environnementaux d'apparition. Il y en a bien suffisamment. Mais la lumière artificielle pourrait en être un. Je vais passer très rapidement sur le fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, aujourd'hui, il y a un début, parce que vous avez vu, pour l'instant, je vous montre des problèmes. Voilà, il y a des problèmes pour les astronomes, il y a des problèmes pour la biodiversité, il y a des problèmes pour la santé. Mais comment on fait atterrir le problème? Comment on le territorialise? En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, parmi les acteurs pionniers, et c'est bien normal, parce que c'est leur rôle de contrer, enfin de réfléchir sur les pollutions, sur l'anthropocène. Hein, vous la voyez, cette icône à gauche là, de la Terre vue de nuit, qui est reprise dans des revues, dans des bouquins sur l'anthropocène. On voit que c'est un marqueur de cette notion d'anthropocène. Je vous renvoie, ça c'est l'avantage des conférences chez soi, c'est qu'on a accès à sa bibliothèque. Je vous renvoie pour la notion d'anthropocène au dictionnaire critique de l'anthropocène qui vient de paraître au CNRS édition. Comme ça, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite. Et il y a une notice sur la question de la nuit. Donc, il est normal que face à ça, face à cette pollution diffuse, le réseau d'air protégé se saisisse du problème. D'autant plus que le réseau d'air protégé, ça a été montré aussi toujours dans une excellente publication de nos collègues Adrien Guettet et Laurent Godet et leurs confrères, nos collègues dans Biological Conservation, qu'ils nous montrent qu'en fait, là, vous avez en dessous de 0, c'est l'intérieur des zones protégées, Protected Area Border.
Là, c'est l'intérieur des hotspots de biodiversité. Là, c'est l'extérieur, vous vous éloignez des aires protégées. Là, vous vous éloignez des hotspots de biodiversité. Et on voit qu'en fait, les aires protégées, comme les hotspots de biodiversité, parce qu'ils focalisent une urbanisation sur leur contour, en fait, vont être des zones particulièrement, presque plus soumises à la pollution lumineuse que d'autres zones. Donc, il y a un intérêt à ce que les aires protégées se saisissent de la question. Je travaille actuellement avec le Parc national de la Réunion, donc j'ai produit ces cartographies. Alors, vous allez me dire, il nous arnaque un peu avec son exemple, parce qu'effectivement, c'est l'exemple archétypique. Pourquoi? Parce que vous avez une île où 75 ou 80% de l'île est couverte par le Parc national. Et forcément, la population, l'urbanisation se fait autour du parc national. Elle ne peut pas se faire ailleurs parce qu'ailleurs, c'est l'océan Indien. Donc voilà, les gens ne peuvent pas partir dans la flotte. Donc, c'est archétypique de cette forme d'urbanisation en donuts autour de l'aire protégée. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à partir des images satellitaires, on voit la pression lumineuse ici sur ce qu'on appelle l'aire d'adhésion du parc, et ici sur la zone cœur du parc, qui est une zone de protection très très forte, très très stricte d'un point de vue environnemental, mais on voit que les franges de cette zone cœur du parc national sont grignotées. L'obscurité de ce parc national est érodée par la lumière artificielle. Je ne veux pas faire l'offense à mes collègues du parc national des Cévennes de faire la même carte, mais ils la connaissent, leur cartographie de la pollution lumineuse sur le territoire. C'est pareil, en fait. Les bordures du parc national sont grignotées par la lumière artificielle. Un état des lieux, là, j'ai cartographié, en fait, la lumière. C'est juste une manip de couche sous SIG, c'est pas bien compliqué, mais ça permet de voir un petit peu différentes typologies d'espaces protégés par rapport à la lumière artificielle. Ce qui est en blanc, pas en jaune, mais ce qui reste en blanc ici, en fait, ce sont des zones qui ne sont pas classées comme espaces naturels sensibles. Par contre, tout ça là qui est en jaune orangé, ce sont des espaces naturels classés, désignés comme tels, des espaces naturels sensibles désignés comme tels par les États, mais dans lesquels on voit que la lumière artificielle vient allègrement. Pourquoi? Parce que là, on est sur le Benelux, l'urbanisation diffuse, il y aurait des tas de choses à dire rien que sur cette carte. À l'inverse, l'Espagne, on voit que les aires protégées espagnoles, l'urbanisation en Espagne est beaucoup plus concentrée, on est sur une urbanisation moins diffuse, des grandes villes comme ça, mais beaucoup moins d'espaces d'urbanisation diffuse, un tissu d'urbanisation diffuse. Et puis, en plus, on est face à des aires protégées qui, elles aussi, sont moins diffuses, sont plus par blocs. On a des gros blocs, comme on a un peu chez nous en France avec le parc des Cévennes, ici, ou les parcs naturels régionaux, ici Mille Vaches, ici le Quercy. Voilà, on a des gros blocs qui permettent une certaine protection face à l'urbanisation, et on voit que ces espaces protégés sont moins touchés par la lumière. Alors, ces espaces protégés, ils se saisissent de la question de l'obscurité aussi, pour développer une nouvelle forme de ressources territoriales. C'est quoi la ressource territoriale? La ressource territoriale, c'est un processus. C'est un processus par lequel vous mettez en valeur quelque chose que vous avez sur votre territoire et que les autres territoires n'ont pas forcément. On comprend que les territoires urbains n'ont plus accès à l'obscurité. Donc, que les territoires ruraux, et notamment les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, ont peut-être là une carte à jouer parce qu'eux ont accès à l'obscurité. Ce mouvement de mise en protection du ciel étoilé, il naît, comme souvent en matière de protection environnementale aux États-Unis, dans les grands parcs, où vous voyez qu'on a des campagnes complètes qui sont lancées. Half the park is after dark. La moitié du parc est nocturne, en fait. Venez voir la Voie lactée dans le parc national du Yosemite. Les Nord-Américains sont très bons pour mettre en scène véritablement cette nature extraordinaire, cette wilderness, cette naturalité forte, et ils mettent en scène aujourd'hui, maintenant, le ciel étoilé, la Voie lactée. Vous avez ici John Muir, qui pourrez vous y référer pour les lecteurs qui aiment les textes pionniers du naturalisme, allez lire forcément les écrits de John Muir. Ce modèle de protection, de mise en protection forte du ciel étoilé, il arrive en France et il est développé, il est porté, enfin, il se lie dans des labels, dans des nouveaux labels. Par exemple, le label de réserve internationale de ciel étoilé. Vous en avez un vous avez une zone labellisée réserve internationale de ciel étoilé dans les Pyrénées, autour du pic du Midi, et puis depuis 2018, vous avez au nord de Montpellier
le parc national des Cévennes, qui est labellisé, lui aussi, réserve internationale de ciel étoilé. Alors, voilà, c'est un label qui est proposé, donné, attribué par une association internationale d'ampleur très sérieuse et qui permet effectivement de venir consacrer, de venir attester de la qualité du ciel étoilé. Vous voyez ici la qualité depuis le pic du Midi, alors que là, vous êtes à Tarbes. Effectivement, le pic du Midi et les territoires les vallées autour du pic du Midi, où la zone cœur du parc national des Cévennes offre une qualité de ciel, un accès à un ciel étoilé de très grande qualité. Ça permet aussi une mise en tourisme. La mise en ressources, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire de la nuit un support de développement touristique, un nouveau support de développement touristique. Et là, plus particulièrement, du ciel étoilé. Dans la nuit, c'est bien l'objet ciel étoilé qui est fortement valorisé au sommet du pic du Midi. Venez passer une nuit magique au sommet du pic du Midi. Il vous en coûtera quand même une petite somme. Voilà, donc c'est tout. Ça peut se discuter, hein. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une forme de valorisation qui est aussi à visée marchande, à visée utilitariste, donc qui peut être questionnée. Face à ce modèle utilitariste, émerge, et je m'arrêterai très rapidement après, je vais terminer là-dessus, sur cette question de la trame noire, émerge ce nouveau modèle, la trame noire, qui, vous l'avez compris tout à l'heure sur les réserves de ciel étoilé, vous voyez, c'est un peu construit sur le modèle des parcs nationaux. Vous avez une zone cœur, très fortement protégée, et puis une zone périphérique, une zone tampon, un peu moins protégée. Mais à l'extérieur, finalement, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on protège la cloche à l'intérieur de la réserve de ciel étoilé. Continuez à faire ce que vous voulez à Toulouse en termes d'éclairage. Il n'y a pas de souci. Ça ne me dérangera pas. Et même si on pousse le vice un peu loin, dans cette logique de mise en tourisme, pour que je garde une valeur, pour que je garde l'exceptionnalité de mon ciel dans ma réserve de ciel étoilé, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Laisser faire les pratiques d'éclairage plutôt polluantes à l'extérieur. C'est ça qui va permettre d'avoir la création de la rareté, quoi. La création de la rareté et la mise en scène de la rareté. Je suis un peu méchant quand je dis ça, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout ce qui est dans la tête des acteurs de la réserve de ciel étoilé, du pic du Midi, encore moins des Cévennes. Mais face à cette conception un petit peu centre-périphérie de la protection, il fallait un nouvel outil pour extraire la protection de l'obscurité et la lutte contre la pollution lumineuse de ces seuls espaces fortement préservés. Et c'est à ça que sert la notion de l'outil trame noire et le concept de réseau écologique sombre. Il se base sur ce concept de réseau écologique, où on dit, pour maintenir la biodiversité, il faut lutter contre la fragmentation des habitats naturels et donc maintenir la possibilité pour les espèces, pour les gènes, pour les flux de gènes de circuler dans l'espace. Le réseau écologique classique, il vise à lutter contre la fragmentation par les routes, par les voies ferrées, etc. Le réseau écologique sombre, en fait, il vise à lutter contre la fragmentation par l'éclairage artificiel nocturne. On voit que la lumière artificielle va créer des effets de fragmentation dans les habitats naturels pour les différentes espèces qui ont besoin de l'obscurité pour se déplacer, pour se reproduire, pour chasser, etc. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pour communiquer. On va fragmenter leur habitat naturel. Et donc, et là, je suis content de vous dire que l'article n'est plus under review, n'est plus en cours d'évaluation, mais est accepté depuis une semaine, depuis samedi matin. Donc, on est très content dans une des plus grandes revues interdisciplinaires au monde, où on a posé ce concept de réseau écologique sombre. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que ce concept de réseau écologique sombre, on peut l'appliquer à des échelles très fines. Pensez aux batraciens tout à l'heure, pensez aux oiseaux qui ont besoin de faire quelques kilomètres. Voilà, on va pouvoir réfléchir à défragmenter les habitats naturels qui, ici, sont fragmentés par différents usages de lumière artificielle, mais on peut aussi le penser, dézoomer la focale et le penser à l'échelle macro. Penser à une espèce de macro-réseau écologique sombre, une macro-trame noire. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire avec l'association Interparcs du Massif Central, où on tente de coordonner la territorialisation de ce nouvel outil ou instrument d'action publique qui est la trame noire. Voilà. Donc, un nouvel outil qui arrive, qui n'est pas encore tout à fait stabilisé. Même les savoirs scientifiques sur lesquels il repose ne sont pas encore stabilisés, mais le fait que le savoir scientifique n'est pas stabilisé ne doit surtout pas empêcher finalement le passage à l'action. C'est ce que rappelle cette phrase de Jürgen Habermas. En fait, politiquement, il nous faut agir
dans le savoir explicite de notre non-savoir. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout encore sur les enjeux sanitaires, écologiques de la pollution lumineuse qu'on n'a pas quand même déjà des choses en main pour agir et des nouveaux outils qui apparaissent dans les territoires tels que la trame noire. Voilà, je vous laisse sur cette diapo. J'ai juste deux, trois petits éléments de biblio avant de passer aux questions-réponses. Si certains sont intéressés par les enjeux historiques de la nuit, les questions historiques, forcément Simone Delattre, Les 12 heures noires, aux éditions Albin Michel. Si certains veulent une approche un petit peu plus interdisciplinaire sur les enjeux économiques, sur les enjeux sociaux, sur les enjeux urbanistiques, écologiques, un bouquin en anglais, je suis désolé, je vais essayer que ça ne brille pas. C'est quoi le titre? Urban Lighting, Light Pollution and Societies, chez Routledge, sous la direction de Josiane Mayer, une collègue allemande. Si certains sont plus intéressés par les enjeux anthropologiques posés par la nuit, d'une façon générale, et pas seulement l'obscurité, il y a ça qui vient de sortir à la Société d'ethnologie de Nanterre. Je pense qu'on mettra tout ça, voilà, je donnerai les liens, on mettra tout ça, et là, c'est un recueil de petits articles, et j'y signe avec un collègue économiste un papier, un chapitre sur la question des valeurs qu'on peut attribuer, des valeurs culturelles, des valeurs sociales et économiques qu'on peut attribuer à l'obscurité et comment activer ces valeurs dans les territoires, par quel moyen d'action, de préservation de la ressource obscurité.